Alors, donc moi je suis Arnaud Billy, je dirige la société Doc Avenue, qui est une société à 100% du groupe CGDIM, qui est la start-up, ou tout au moins le laboratoire d'innovation du groupe CGDIM, qui est un groupe de 5000 personnes qui a 50 ans cette année, et qui avait justement besoin, pour accompagner l'évolution du parcours de soins et la digitalisation des services entre patients et médecins, qui avait besoin justement de créer une entité qui puisse avoir l'agilité, la flexibilité qui est requise en fin de compte sur un marché où tout va très très vite, mais qui en même temps puisse avoir les reins assez solides d'un grand groupe avec une structure financière profitable et stable, qui permettent justement d'endosser l'innovation, parce qu'on parle d'endosser l'innovation dans ces cas-là, et qui permettent effectivement de faire cette évolution et cette conduite du changement avec les professionnels de santé. Chronologiquement, il y a eu, je vous dirais, un avant mi-2018 et un après mi-2018. Précédemment, en fin de compte, CGDIM avait déjà cette marque Doc Avenue, donc on faisait déjà ce que l'on appelle la prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels de santé. C'était à l'époque hébergé au sein d'autres entités du groupe, puisqu'on adresse les professionnels de santé à bien des égards. On leur fournit notamment des logiciels de gestion de cabinet, les médecins, les pharmaciens, les paramédicaux, donc les infirmières, les sages-femmes, les kinés et encore d'autres spécialités paramédicales. Toujours dans le monde libéral. Donc on adressait déjà toutes ces populations-là et on leur fournissait aussi des services de prise de rendez-vous en ligne. Et il y a eu plusieurs facteurs en fin de compte en 2018, en mi-2018, qui nous ont amené en fin de compte à créer cette entité à part entière Doc Avenue, un peu from scratch, parce que j'ai démarré tout seul en juillet et on est aujourd'hui un peu plus de 100, avec en visibilité à peu près 150 d'ici la fin de l'année. Donc il y a eu un point fort et un temps fort en fin de compte qui ne vous a pas échappé à l'époque, c'est qu'en septembre 2018, l'avenant numéro 6 à la convention médicale a été publié et entériné, permettant justement, alors je ne veux pas employer de mauvais termes, mais d'universaliser un petit peu l'usage de la téléconsultation. Donc la téléconsultation devenait à ce moment-là remboursée par l'assurance maladie, sous couvert du respect des conditions fixées par l'avenant numéro 6, qui sont très rapidement de faire préférablement sa téléconsultation avec son médecin traitant, d'avoir vu son médecin traitant dans les 12 derniers mois, et si ce n'est pas le cas, et si l'état de santé du patient le nécessite, on peut éventuellement proposer un autre médecin pour la téléconsultation, mais qui sera préférablement toujours un médecin de proximité, soit dans le SP, soit dans la maison de santé pluridisciplinaire, soit dans la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc effectivement, à partir de ce moment-là et à partir de septembre, il y a eu réellement, il faut le dire, un contexte réglementaire et économique qui pouvait nécessiter justement l'expansion et l'émancipation d'un Doc Avenue qui pouvait faire aussi de la téléconsultation. Donc on s'est lancé dans la téléconsultation de manière industrielle à partir d'octobre 2018. Excusez-moi, question. Avant de vous lancer dans la téléconsultation, vous aviez combien de médecins passaient par vous, par exemple? Enfin, après, c'est vrai, vous pouvez parler des autres professionnels de santé, pour voir déjà, en fait, justement, la plateforme que vous étiez au niveau données de santé. Alors, les médecins qui utilisaient nos services, je vais vous le faire déjà sans même parler de Doc Avenue. Aujourd'hui, nous avons 25 000 médecins libéraux, un mélange de spécialistes et de généralistes, avec une majorité de généralistes, bien évidemment, vu la démographie médicale. 25 000 médecins libéraux, 48 000 paramédicaux et 7 000 pharmacies d'officine qui utilisent donc nos solutions logicielles de gestion. Ça permet de gérer effectivement votre cabinet, votre base patient, votre base de médicaments, vos interactions médicamenteuses, etc. et d'aller jusqu'à la facturation et la comptabilité. Donc on avait un tissu en France, un tissu de professionnels de santé de pas loin de, sans compter ceux aussi qui utilisent notre base de données du médicament. Il y a à peu près 30 000 utilisateurs de notre base de données qui s'appelle la BCB, la base Claude Bernard. Donc si on compte tous ces professionnels de santé, on adresse à peu près 100 000 professionnels de santé au quotidien. Qu'est-ce qui utilise cette base, Claude Bernard? Alors là, vous avez tout, médecins, et pas d'ailleurs que des libéraux, vous avez aussi des hospitaliers, des pharmaciens. Si vous voulez, c'est la base qui fait foi dans un logiciel métier pour vérifier, en fin de compte, les médicaments qui sont disponibles selon, en fin de compte, les symptômes de votre patient, selon les allergies de votre patient, selon les interactions médicamenteuses, selon
toutes les problématiques que l'on peut trouver pour éviter des mélanges détonnants. Donc une base de données du médicament, c'est forcément l'un des cœurs du réacteur, en fin de compte, dans un logiciel métier pour bien traiter et bien soigner ses patients. Donc là, on a à peu près 100 000 professionnels de santé que l'on connaît, que l'on accompagne depuis la nuit des temps, en fin de compte, parce qu'on a été au balbutiement, on va dire, de l'informatique pour les professionnels de santé. Et Dieu sait que c'est, comme toute innovation au départ, une sacrée histoire. Quand on se replace il y a quelques années de cela avec les médecins, c'était assez intéressant. Et en termes de services de prise de rendez-vous en ligne, donc de services patient-praticien, on avait à l'époque, je crois, il faut que je me remette dans les chiffres, mais pas loin de entre 5 et 6 000 professionnels de santé qui utilisaient notre outil de prise de rendez-vous en ligne. Donc c'était déjà du Docavenu, mais c'était avant de créer l'entité à part entière et avant de développer les solutions de téléconsultation. Mais donc quand vous parlez des 25 000 médecins libéraux, j'arrive pas. C'était quel genre de service qu'ils utilisaient à la C'est exactement ça. En fin de compte, un médecin, outre la prise de rendez-vous en ligne, en fin de compte, il va avoir besoin de gérer son cabinet. La gestion d'un cabinet, il va se connecter le matin, il va son logiciel métier, il va se connecter le matin à son logiciel métier, qui sont des logiciels en mode SaaS essentiellement. Il va se connecter, il va accéder à sa liste de patients, il va accéder à l'historique des données médicales des patients. Il va éventuellement être connecté au service de l'assurance maladie, qui va lui dire quels sont les droits en fin de compte couverts ou ouverts pour ses patients. Il va pouvoir effectuer toutes ces demandes, toutes ces facturations, toutes ces télétransmissions auprès de l'assurance maladie. Par contre, c'est ça la vie d'un cabinet. Donc, nous, on vend l'informatique de la vie du cabinet. Donc quand vous parliez des 25 000 médecins libéraux, c'était plus par rapport à ceux qui utilisent donc, tout ce qui est logiciel, etc., que vous fournissez aussi. Mais donc sur ces 25 000, il y en a 5 000 à 6 000, c'est ça? Alors, voilà, ils viennent beaucoup effectivement de notre portefeuille client existant. Ouais. Donc, il y en a 5 à 6 000 à l'époque. C'était il y a un an donc. Voilà, il y a un peu plus d'un an. Donc on avait beaucoup travaillé sur cette base de clients-là existante, mais on est allé aussi chercher d'autres médecins qui n'étaient pas forcément utilisateurs de nos services logiciels métiers et qui avaient pour autant besoin de notre service de prise de rendez-vous en ligne. Donc on est allé chercher, certains de nos clients sont aussi utilisateurs de logiciels concurrents en termes de logiciels de gestion de cabinet. D'accord ? Donc toujours dans la chronologie, la téléconsultation devient remboursée en septembre 2018. Nous avions déjà des expérimentations. On peut parler d'expérimentation sur la téléconsultation sur les années précédentes, puisque les ARS en fin de compte finançaient certaines expérimentations de téléconsultation, et que nous, dans ce cadre-là, on avait mené certains projets. On avait quelques projets en cours, mais encore une fois, il y a eu cet avant-après avenant numéro 6, y compris pour les médecins et pour les patients. Donc en octobre 2018, alors juste avant octobre 2018 quand même, il faut que je vous dise, en juillet 2018, nous créons l'entité à part entière Docavenu. Donc les statuts ont littéralement été déposés à ce moment-là. Sauf que ce n'était pas une start-up dans un garage effectivement, puisque c'était adossé au groupe CGLIM et qu'on avait déjà une reconnaissance de marque et qu'on avait déjà une capacité de pénétration du marché qui était intéressante. On était connus, donc c'est vrai que ça a facilité pas mal la chose. Mais on a pris notre envol et autonomie à partir de vers juillet-août 2018. Voilà. Et les choses se sont vraiment accélérées. Les temps forts à partir de ce moment-là sont les suivants. Donc on lance notre solution de téléconsultation, peut-être qu'on reviendra dessus justement tout à l'heure. On lance notre solution de téléconsultation en octobre 2018 auprès des médecins. Comment ça fonctionne ? Là, en l'occurrence, vous allez avoir la possibilité pour un médecin d'effectuer une téléconsultation avec ses patients, sachant que le patient peut soit utiliser son ordinateur portable, soit utiliser un smartphone pour se connecter à distance avec son médecin qui lui-même peut utiliser un smartphone. Donc c'est un système d'application, en fin de compte, l'application de Docavenu pour les médecins, pour les patients, permettant des choses finalement très simples, permettant à un patient soit de faire une vidéoconsultation sur rendez-vous ou sans rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le médecin du patient qui peut se rendre disponible parce qu'il a eu éventuellement un lapin d'une consultation physique et il va se rendre disponible dans l'application pour effectuer ses vidéoconsultations avec d'autres patients à distance. Une fois que le patient peut rentrer en connexion, je dirais, avec le médecin aura toujours la possibilité de gérer ce qu'on appelle la salle d'attente virtuelle. Donc il y a une salle d'attente virtuelle dans laquelle entre le patient,
Et à ce moment-là, le médecin est notifié de l'arrivée du patient dans la salle d'attente virtuelle et toujours de la responsabilité du médecin de dire « D'accord, je vous prends en tant que patient et on va rentrer dans la vidéoconsultation » ou « Il y a un petit peu d'attente ». Et là, je notifie mon patient de l'attente ou je refuse parce qu'éventuellement, c'est un patient qui cherche à rentrer en vidéoconsultation avec moi et qui malheureusement n'est pas un patient. Moi, en tant que médecin traitant, je ne l'ai pas en tant que patient et je ne veux pas prendre de nouveaux patients. Ça peut être aussi ça. Une fois que le patient... Oui. Pardon. Et je me posais la question, à partir de quel moment, là, quand vous avez fait un partenariat avec Rendez-vous Médicaux? Ah, ça vient après. C'est juste après. Ouais. Justement, Pardon. par étapes. Non, parce que c'est plus qu'un partenariat. Donc oui, bah après vous les on avez est allé, achetés. voilà, on a fait un partenariat, mais on est allé après à l'acquisition. Ouais. Donc je vais revenir dessus sur RDV Médicaux dans un instant. Donc sur la partie téléconsultation, une fois que le patient et le médecin rentrent en contact, donc c'est une vidéoconsultation. Là aussi, il y a un impératif de vidéo si on veut que l'acte de consultation soit remboursé par l'assurance maladie. Donc il y a une vidéoconsultation qui s'opère, les patients et les médecins échangent, peuvent partager des documents, c'est-à-dire que le patient peut mettre à disposition des documents au médecin et vice-versa. Donc on peut partager des bilans sanguins ou autres, des examens. De l'autre côté, le médecin il va avoir la possibilité de délivrer une ordonnance au patient sur son application de Cavenu. Et il va avoir la possibilité aussi de facturer son patient à distance. Donc il y a un système de prépaiement de la part du patient vis-à-vis du médecin. Et une fois que l'acte de téléconsultation a eu lieu, et bien on va clôturer la vidéoconsultation par une facturation du patient à distance via un système de carte bleue, ni plus ni moins. Le patient renseigne sa carte bleue. Et puis après, il restera à la charge du médecin de pouvoir faire... Il n'a pas d'obligation, en fin de compte, dans le cadre de la vidéoconsultation, il n'a pas d'obligation de transmettre des papiers à l'assurance maladie. Donc il peut utiliser ce qu'on appelle des feuilles de soins sans vital, qui permet en fin de compte au travers de son logiciel métier, donc le fameux logiciel de gestion de cabinet, qui va lui permettre de dire j'ai vu ce patient-là en vidéoconsultation, il va pouvoir appuyer sur un bouton et ça va télétransmettre auprès de l'assurance maladie, charge à l'assurance maladie de rembourser le patient. C'est exactement la même chose qu'une consultation physique. Mais avec une dématérialisation... Tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors sans vouloir revenir sur l'intérêt de tout cela, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur lutte des déserts médicaux, recréer du lien patient-praticien. On est plutôt sur de la réhumanisation de la relation entre patient et praticien plutôt qu'une déshumanisation, puisque la plupart du temps, il y a tout un tas de patients, comme on le sait, statistiquement, qui ne voient plus leur médecin parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils sont à 50 km de leur médecin et qu'en termes de suivi, c'est toujours un vrai problème. Donc on réhumanise ce lien patient-praticien. On voit des cas de figure qui peuvent être sur justement de la maladie longue durée, on voit des cas de figure sur juste des suivis de bilan d'examen demandé par le médecin lors de la dernière consultation en physique. Donc il y a tout un tas finalement d'actes de consultation qui pourraient être opérés en vidéoconsultation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fin de compte. Mais vous avez, si je prends des cas les plus concrets, les patients diabétiques qui doivent être dans tous les cas consultés régulièrement par leur médecin. Il y en a 4 millions en France, je crois. Globalement, un patient n'est pas toujours obligé de se déplacer pour voir son médecin. Il pourrait éventuellement à distance, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, effectuer certaines des vidéoconsultations. Pas toutes, mais en tous les cas, on peut en faire à une certaine fréquence. Pour les EHPAD aussi, par exemple. Alors, dans les sujets, voilà, ce sont des sujets qui sont très très importants et qui nous tiennent à cœur. Et si je poursuis donc dans cette chronologie, donc octobre, nous lançons cela. En décembre 2018, nous avons annoncé nous avons fait l'annonce d'un partenariat industriel avec Pharmagest. Pharmagest qui édite aussi des logiciels pour les pharmacies d'officine. Et nous avons pris la décision avec ce partenaire industriel de nous lancer aussi dans ce que l'on appelle la téléconsultation accompagnée. La téléconsultation accompagnée, comment ça se passe ? Vous êtes patient, vous allez à l'officine, enfin vous êtes dans votre officine, vous avez un besoin éventuellement d'une vidéoconsultation. On sait très bien que le pharmacien appelle régulièrement les médecins pour des questions X ou Y. Potentiellement à ce moment-là, si le pharmacien est équipé en solution de vidéoconsultation, il va accompagner son patient, enfin la personne qui est dans l'officine, dans un espace de confidentialité créé à cet effet. Et il va pouvoir effectuer un acte de vidéoconsultation avec un médecin équipé de 2 Cavenu à distance. Et il va donc pouvoir faire cet acte d'accompagnement du patient au sein de l'officine. Avec en plus de la simple vidéo, je dirais, il y a aussi des instruments connectés. C'est-à-dire que le pharmacien va en plus avoir un otoscope
et un stéthoscope, ce qui va permettre de transmettre de l'information en direct et en live aux médecins à distance. Donc on a annoncé cela en décembre 2018 pour la simple et bonne raison qu'il y a eu l'avenant numéro 15 de la Convention pharmaceutique, qui est encore un autre avenant, qui là aussi permettait aux pharmaciens de rentrer dans la démarche de la vidéoconsultation et d'être aussi rémunérés pour contribuer à l'évolution de la vidéoconsultation. Donc il y a un contexte économique aussi pour le pharmacien à s'équiper en vidéoconsultation et à accompagner cette évolution de la pratique médicale. Excusez-moi, rémunéré à hauteur de c'est 1 225 € la première année pour un pharmacien, et après les années subséquentes, c'est entre 300 et 400 € par an. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quant au médecin, il est aussi rémunéré pour s'équiper de solutions de vidéoconsultation. Mais ce qui est intéressant, puisque c'est un vrai changement dans la pratique médicale, mais c'est un vrai intérêt et pour le médecin et pour le patient, mais aussi pour l'assurance maladie, pour pouvoir justement améliorer et fluidifier le parcours de soins. Donc effectivement, le fait de favoriser ou d'avoir un accompagnement financier de la part de l'assurance maladie, je pense que c'est une approche qui me semble assez vertueuse pour déployer le modèle. Nous avons donc annoncé ce partenariat et nous avons commencé à lancer notre solution DocAvenue téléconsultation patient assisté ou patient accompagné, on va dire, en officine en mars 2019. Voilà, donc ça c'est pour la téléconsultation. Et donc si je fais la rétrospective en termes de chiffres, on doit avoir aujourd'hui un peu plus d'1 millier de médecins qui sont équipés de solutions DocAvenue téléconsultation. Et j'ai un peu plus de 200 pharmacies téléconsultantes. Alors ça peut sembler... Combien? 200 200. Ça peut sembler marginal en ce moment, sauf que nous sommes les seuls aujourd'hui nous sommes les seuls sur le marché aujourd'hui à proposer des médecins d'un côté qui souscrivent à nos services. Nous n'avons pas de médecins salariés chez nous, ce n'est pas des plateformes de médecins telles que des assureurs parfois. Nous sommes les seuls donc à avoir et des médecins d'un côté et des pharmaciens de l'autre. Mais en fin de compte, la façon et la stratégie de déploiement chez nous, en fin de compte, passe par un maillage territorial le plus fin possible. Donc et on compte effectivement et sur les médecins et sur les pharmaciens pour aller tisser en fin de compte ce tissu territorial le plus fin possible progressivement. Donc là aujourd'hui, je vous dirais que les 1000 et quelques médecins sont répartis de manière assez homogène sur le territoire, mais qu'on attend bien évidemment avoir de plus en plus de médecins qui contribuent à faire cette communauté et qui vont permettre justement d'aller chercher des médecins le plus proche possible du patient. Donc c'est vraiment la philosophie qu'il faut absolument respecter. Et c'est vraiment cette philosophie en fin de compte qui est à trait dans l'avenant numéro 6. À partir du moment où on respecte cela, tel que j'ai pu exprimer tout à l'heure, à partir du moment où on respecte, je recherche le médecin traitant, si le médecin traitant n'est pas disponible, je vais pouvoir aller dans un rayonnement progressif, enfin le plus près possible, et après m'élargir un petit peu, sachant que je vais aller chercher le plus proche, et idéalement dans la MSP ou dans la CPTS, qui sont en train elles aussi de se constituer, on fait le bon cheminement. Si par contre vous créez des plateformes de médecins, vous créez une plateforme de médecins à Créteil, de médecins salariés en espérant et en escomptant faire des actes de vidéoconsultation pour toute la France, forcément que l'avenant numéro 6 ne va pas fonctionner dans ces cas-là. Et on oppose toujours en fin de compte les modèles où nous, nos clients, quand même si nous travaillons dans la relation patient-praticien, nos clients restent des praticiens, des médecins, des pharmaciens, bientôt des paramédicaux, on y reviendra. Et on fait évoluer cette pratique médicale avec eux. Et on compte sur les praticiens, en fin de compte, pour en parler aux patients aussi. C'est aussi ça qui est important. L'autre philosophie est d'avoir des entreprises qui proposent de la vidéoconsultation avec des médecins salariés. Un médecin salarié, ça ne va pas souvent être un médecin traitant. Comme qui, par exemple? Vous citiez tout à l'heure une société qui avait beaucoup de téléconsultations qui n'étaient pas remboursées en ce moment. Livy, il y a Care aussi, non? Il y a Care aussi qui est effectivement dans cet esprit-là. Ouais. Et j'ai une question. Par rapport à le maillage dont vous parlez, je me posais la question, les 200 pharmaciens, donc j'imagine que c'est que le début, est-ce que vous avez essayé de vous mettre en contact avec eux parce que justement c'est des endroits où il y a des déserts médicaux et où ça répond à la question du maillage qu'il faut essayer de résoudre par rapport... pour moi, toutes ces officines, est-ce qu'elles sont surtout dans les déserts médicaux ou pas en fait? Alors, est-ce que ces officines sont toujours dans les déserts médicaux? Oui et non. Les premières qui nous ont, pour tout vous dire, les premières officines qui se sont équipées de DocAvenue téléconsultation
sont venus vers nous. Je n'ai pas eu besoin de faire d'acte commercial. On parlera un peu de structure après, d'organisation, mais on a eu une chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, mais en tous les cas, les officines ont vu au travers de la vidéoconsultation un vrai relais pour elles, et le message qu'on recevait de la part de ces officines était en appel entrant. C'était ça qui était intéressant, parce que ce n'était pas le cas des médecins. Au niveau des officines, elles nous appelaient en disant moi j'ai plus de médecin depuis 2 ans autour de chez moi, parce que les 2 derniers médecins ils sont partis à la retraite, ils ne sont pas remplacés, comment je fais moi? Et c'était vraiment comment je fais. Donc on m'a dit que Doc Avenue pouvait avoir la solution, quand est-ce que vous l'installez? Donc c'était Et c'était initialement les déserts médicaux. Mais après, on peut constater aujourd'hui aussi des cas de figure où même dans des pôles, même à Paris, on peut avoir des pharmacies qui sont de taille beaucoup plus conséquente, qui ne sont pas dans les déserts médicaux, où il peut y avoir des besoins aussi en matière d'accompagnement de patients. C'est-à-dire que il y a certaines officines même à Paris qui vont s'équiper effectivement non pas de cabine de téléconsultation, puisque nous, en fin de compte, le dispositif est très léger. C'est un ordinateur portable, des instruments connectés, il suffit de les mettre sur une table basse et ça suffit. Ce n'est pas des grosses machines très lourdes qui peuvent être un peu anxiogènes en plus pour les patients. C'est quelque chose d'assez flexible et d'assez facile à installer. Donc on peut avoir en fin de compte tous les cas de figure. Je dois reconnaître qu'il y a beaucoup d'officines qui sont plutôt dans des zones rurales, mais pas que. Et aujourd'hui, on adresse les officines, on va dire les unes après les autres, et pas seulement. Vous savez que les officines sont aussi constituées très souvent, pas tout le temps, mais en grande partie avec des groupements. Il y a des groupements d'officines. On entend plein de groupements, c'est à peu près, qui sont des gens de référencement d'achat en fin de compte pour les officines qui acceptent d'être référencées par ces groupements-là. Et les groupements signent des accords avec nous en fin de compte pour déployer les solutions de téléconsultation auprès des adhérents qui sont là dans ces cas-là, non pas des médecins mais des pharmacies de ces groupements d'officines. Parce que de toute façon, au niveau Paris et région parisienne, je ne sais plus, c'était... j'avais écrit là-dessus, et il y a quand même des déserts médicaux, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on est dans la région parisienne en fait qu'on trouve très facilement un médecin ou un spécialiste. C'est pas. Eh ben non, ouais, il suffit de s'éloigner un tout petit peu en fin de compte de Paris, mais c'est vraiment aux portes de Paris, vous avez tout un tas de déserts médicaux. Et effectivement, on s'imagine toujours que c'est. Alors moi qui viens du Poitou-Charentes, j'ai plein de déserts médicaux autour de chez moi. Ou la Creuse ou autre, mais c'est loin d'être uniquement cela. Effectivement, en Île-de-France, périphérie d'Île-de-France, vous en trouvez aussi, et il y a des vraies demandes et il y a des vrais besoins à ce niveau-là. Quel est votre business model au niveau, par exemple, du développement de tout ce qui est téléconsultation pour, d'un côté, ce qui serait médecin, de l'autre côté, tout ce qui serait pharmacie? En termes de prix, par exemple Oui, et puis même au niveau du temps, vous pensez arriver vers quoi, à peu près, dans quel... Alors, on est en termes de business model. Déjà, la première des choses, c'est que c'est un modèle où on va chercher les pharmaciens, les médecins un par un, ou on va dire groupe par groupe. Donc c'est un métier et c'est un business model qui nécessite beaucoup de ressources humaines sur le terrain ou au téléphone pour aller vendre les services. Je considère, moi, pour ce service-là ou nos services comme les autres services, que la digitalisation se vendra par l'humain. Donc, et pas la digitalisation se vendra à coup d'email. C'est très bien de faire du marketing, on en a absolument besoin, mais c'est un besoin d'accompagnement et un besoin de pédagogie qui est très fort et qui ne se passera qu'avec l'humain. C'est un vrai changement de pratique médicale et donc ce business model-là, il nécessite d'avoir beaucoup de ressources et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des équipes dédiées. On a aujourd'hui sur les 100 et quelques collaborateurs de Doc Avenue, j'en ai plus de la moitié qui sont, on va dire, au commerce. Et j'en ai aussi une bonne frange qui sont à l'accompagnement du commerce. C'est-à-dire qu'il c'est très bien d'installer un client, de signer un client, mais c'est très bien de l'accompagner. Et nous, on accorde une attention toute particulière à ce qu'on appelle le onboarding des clients et alors le Customer Success Management, c'est-à-dire on s'assure que le médecin qui a signé ce service-là avec nous est satisfait de ce service, donc on va passer notre temps à essayer de l'accompagner. C'est une vraie évolution de la pratique médicale. Pour la fidélisation, j'imagine. Ouais, c'est capital. Et un médecin, en fin de compte, apprécie et il a très peu de temps justement à consacrer à des évolutions de sa pratique médicale. En plus, il est sollicité de toutes parts, nouveaux médicaments, des changements dans tous les sens, même des changements administratifs. Donc il s'attend à être accompagné et c'est effectivement ce qui va faire notre succès en tous les cas. Donc dans le business model, voilà le dispositif est capital et très humain. En termes de vente, on vend ce service-là donc aux médecins et aux pharmaciens. Le médecin va payer pour la téléconsultation 59 €.
TTC. Ça va être un peu plus cher chez le pharmacien, puisqu'il va payer 89 €, parce qu'il est équipé en plus il est équipé aussi, il peut être équipé d'instruments connectés, il peut être équipé de... Voilà, donc il y a du soft, et puis il y a aussi un prix pour ce qu'on appelle le hardware, pour le matériel. Donc ça peut aller pour un médecin, pour un pharmacien par mois, il peut payer jusqu'à 140, 150 €, sachant, je vous le rappelle, qu'il est accompagné financièrement aussi par l'assurance maladie pour s'équiper en matériel. On a observé, et c'est ça qui est intéressant, une réelle accélération en fin de compte du nombre de vidéoconsultations et du nombre de médecins qui font de la vidéoconsultation avec l'arrivée des pharmacies. Puisque les pharmaciens vont justement être très très motrices, les pharmacies vont être très très motrices pour accompagner la vidéoconsultation. Et le texte pour l'avenant numéro 15 de la Convention pharmaceutique était publié en fin d'année, donc c'était en décembre 2018, mais paru au JO le 2 septembre 2019, donc c'est tout frais. Et depuis le 2 septembre 2019, alors on avait déjà eu des pharmacies qui avaient commencé à être déployées avec nous, mais depuis le 2 septembre 2019, il y a un déploiement qui est colossal. Enfin, il y a une accélération qui se fait sentir réellement. Des téléconsultations faites par les pharmaciens. Faites par les pharmacies et donc de fait par les médecins aussi qui sont à distance. Mais effectivement, le pharmacien joue un rôle colossal en fin de compte dans l'accélération, puisque je ne sais pas combien de patients voient une pharmacie en moyenne, mais c'est quand même assez conséquent, et c'est dans cette relation assez privilégiée avec le patient qu'il peut y avoir de la discussion sur qu'est-ce que vous pensez de la vidéoconsultation, est-ce que ça vous intéresserait, etc. Donc la pharmacie elle cherche toujours à développer de nouveaux services, y compris la vaccination, y compris les bilans thérapeutiques, les entretiens, etc. Donc, oui, puis par exemple tout ce qui était le dossier pharmaceutique, ça a très très bien fonctionné, alors qu'on a bien vu que le DMP non, et je pense qu'en effet ils ont peut-être une mentalité aussi qui est, enfin j'en sais rien, mais... Alors ouais, ils ont, en tous les cas je pense qu'on parle de notion de fidélisation un petit peu, on parle de notion de développement de services. Le médecin va être quand même très très focalisé sur améliorer le soin de mes patients au quotidien, et donc c'est pas exactement apporter plus de services ou autre, donc c'est peut-être pas exactement le même discours, et encore une fois je pense que la désertification médicale est peut-être plus flagrante et plus frappante encore chez les médecins que chez les pharmaciens, c'est ce que l'on disait précédemment. Donc dans le business model, en fin de compte, on sent une vraie accélération à ce niveau-là, on est ravis, on doit prendre 200-300 clients en plus par mois. Ça, c'est dans le dispositif que l'on a, qui est assez unique, je vous dis, aujourd'hui, entre les médecins et les pharmaciens. Moi, je vous en prie. Est-ce que ça veut dire que c'est 300 clients en plus? Est-ce que c'est, vous les comptez 300 clients pharmaciens, ou est-ce que c'est 300 clients pharmaciens, mais donc du coup plus aussi de Non, on a plus de médecins. Médecins pour un pharmacien. Pour un pharmacien, on va avoir un rayonnement de... Alors là, c'est une cote mal taillée, hein, mais on va avoir un rayonnement de 5 médecins peut-être. D'accord, ok. Ce qui est assez logique, hein, on va aller chercher... Okay. Et l'idée, c'est vraiment de créer, avec les professionnels de santé, un maillage territorial le plus fin possible. C'est vraiment le maître mot chez nous. Et pour l'instant, ça nous réussit. Et on va continuer, en fin de compte, à aller dans cet esprit-là. Sachant que, puisque vous m'interrogiez là-dessus, ça peut vous donner aussi un élément aussi en termes de business model. Il y a de nouvelles professions. Ce ne sont pas nouvelles les professions, mais en tous les cas, il y a de nouveaux usages qui se déploient autour de la vidéoconsultation. Les EHPAD en sont un très très bon exemple. Et effectivement, on regarde de très près le sujet EHPAD en ce moment. Les infirmières aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a un avenant numéro 6, ce coup-ci, pas à la convention médicale, mais à la convention infirmière qui n'est pas paru, qui va être actif au 1er janvier 2020. C'est vous dire si c'est proche, qui va là aussi réunir des conditions financières intéressantes pour une infirmière à accompagner les patients au chevet du patient et effectuer un acte de vidéoconsultation avec un médecin à distance. Donc là, il va falloir des offres, des solutions sur lesquelles on regarde plus que regarde de très très près pour équiper des infirmières en solutions de téléconsultation. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller chercher, et je pense que c'est aussi ça qui va faire notre force, c'est aussi ça qui fait qu'on est différent, c'est de pouvoir aller chercher toutes ces professions. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir aller le faire, puisque si je reprends un petit peu ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai commencé par cela, avec aujourd'hui 25 000 médecins, 48 000 paramédicaux, 7 000 pharmacies d'officine, sans compter le partenariat avec Pharmagest, on se retrouve avec tout le spectre en fin de compte de professions qu'on peut aller adresser en fin de compte plus aisément, qui nous connaissent déjà, qu'on accompagne déjà dans un écosystème de services et qui nous permettent après d'aller les voir pour la téléconsultation plus aisément et sans les perturber. Il y a
il y a une vraie confiance qui est déjà instaurée en plus avec tous ces professionnels de santé, et ce qui nous permet en fin de compte d'aller peut-être un peu plus vite que les autres aujourd'hui. Mais moi je m'interroge, j'essaie d'être diplomate, comment les médecins peuvent accepter par exemple que les infirmières puissent utiliser des outils qui sont normalement d'usage strictement médical, même s'il y a un avenant, etc. Moi je suis plus étonnée que ce soit finalement les médecins qui acceptent cette évolution-là. Parce que souvent, par exemple, pour tout ce qui a été délégation d'actes, etc., on a vu des expérimentations ça fait quand même 20 ans qu'on expérimente. Hein. Donc je me dis, c'est quand même... Ça fait long comme expérimentation, effectivement, de temps en temps. Hein. Là, la vraie différence, en fin de compte, d'ailleurs pour les pharmaciens, et si c'est accepté par le médecin, et ça sera le cas entre les infirmières et les médecins, c'est c'est pas forcément beaucoup une délégation d'actes. Il y en a une très faible délégation, puisque là, en l'occurrence, cela reste toujours du ressort du médecin d'effectuer l'acte médical à distance, c'est-à-dire d'évaluer, de faire le diagnostic, de poser le diagnostic et de faire le suivi médical. L'infirmière va être au chevet du patient, on ne parle même pas pour faire une vaccination, ça va être pour lui installer le tensiomètre de manière convenable, pour lui installer le stéthoscope de manière convenable, pour lui expliquer comment l'outil de vidéoconsultation, qui est très simple, j'insiste, parce que c'était vraiment le maître mot, c'était de faire quelque chose de le plus intuitif possible. Il y a quelques boutons, c'est très orienté Apple, très épuré, pour que justement les choses se fassent très simplement, mais malgré tout, une personne alitée, etc., ça va pas être, elles ne sont pas forcément toutes geeks, et l'infirmière va pouvoir l'accompagner. Donc le médecin ne perçoit pas l'infirmière dans le coup telle, pas une concurrente, mais en tous les cas, on va passer le cap de l'expérimentation en l'occurrence, puisque c'est plutôt une aide pour lui. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement et d'assistanat, là au chevet du patient, et ça c'est à partir de janvier 2020, et aujourd'hui dans l'officine avec les pharmaciens. Pour les EHPAD, finalement, il y a déjà de la vidéoconsultation qui se fait. On regarde justement pour faire une solution peut-être un peu mieux définie et périmétrée pour les EHPAD. Donc on est vraiment en fin de compte dans tous ces canaux-là, voilà, qui fait que progressivement on est différent. Donc on a beaucoup parlé de la téléconsultation, et juste pour revenir, parce que vous avez une question sur la partie RDV médicaux, sur la partie rendez-vous médicaux, qui est une autre facette en fin de compte de nos services. Nous faisons de la prise de rendez-vous en ligne, on le faisait déjà avant même la création de l'entité Doc Avenue à part entière. Donc on était 5-6 000 médecins utilisateurs de notre prise de rendez-vous en ligne avant. En février 2019, on a fait l'acquisition des RDV médicaux. La société MyBestPro nous a cédé RDV médicaux. On était ravis, puisque RDV médicaux, en fin de compte, adressait un autre pan de médecins que nous, puisque RDV médicaux, en fin de compte, vendait son service de prise de rendez-vous en ligne, tel que nous on le faisait avec Doc Avenue, mais le vendait à des médecins qui passaient par des télésecrétariats, par des permanences téléphoniques. Par contre, c'est un autre service. Il faut savoir que 25 000 médecins en France, 25 à 30 000, utilisent les services de permanence téléphonique, qui sont des sociétés qui font la voix, en fin de compte. Hein, c'est de l'externalisation de services de secrétaire médical. Et en fin de compte, RDV médicaux passait au travers d'un écosystème de partenaires, une centaine de permanences téléphoniques, adressant des milliers de médecins pour fournir leurs services de prise de rendez-vous en ligne. Et nous, en fin de compte, on a racheté RDV médicaux, on va parler de mariage dans ces cas, parce que c'était un heureux mariage, puisque c'était un système plutôt de ventes indirectes auprès des médecins, et qui marche très très bien. Et on a aujourd'hui déployé un système où on a des commerciaux dédiés à ce que l'on appelle les ventes indirectes, c'est-à-dire vendre nos services par le prisme des permanences téléphoniques qui sont nos partenaires. Et c'est encore une autre approche, un autre canal de vente que la vente directe à des médecins, à des pharmaciens. Donc là, ça nous permet d'élargir un petit peu notre cible, notre potentiel de médecins à qui on propose nos services. Donc, parce qu'ils ont, au niveau de leur base, ils avaient combien de... Ils avaient 3500 médecins à peu près, et avec tous les nouveaux qu'on a pris, on est à 10 000 médecins utilisateurs de nos solutions de prise de rendez-vous en ligne. Donc on est plutôt satisfait en fin de compte de cette croissance. Et donc on a des médecins qui utilisent qui peuvent utiliser notre solution de prise de rendez-vous en ligne, qui peuvent utiliser notre solution de téléconsultation. Et il n'y a pas d'obligation, c'est aussi un point qui est important, il n'y a pas d'obligation pour un médecin qui souhaite s'équiper de notre solution de téléconsultation de prendre notre solution de prise de rendez-vous en ligne. On a dissocié un petit peu les deux services, ils peuvent être liés si le médecin le souhaite, mais l'idée toujours, c'est ce qui fait aussi notre différence, donc j'essaie
donner au fur et à mesure de l'interview, mais c'est aussi ce qui fait notre différence, c'est qu'on ne force pas la main aux professionnels de santé. S'il souhaite s'équiper de téléconsultation, il n'a pas forcément de velléité de s'équiper d'une solution de prise de rendez-vous en ligne. C'est encore des choses qui sont en évolution et on préfère être dans l'accompagnement que dans le côté un peu trop agressif du marché. Voilà. Et donc au niveau des téléconsultations, là, en gros en septembre 2019, vous en étiez à combien de médecins utilisaient votre Alors les solution médecins, de donc j'ai 1000 téléconsultation? médecins, j'ai un peu plus d'1 millier de médecins qui utilisent ma solution de vidéoconsultation, j'ai un peu plus de 200 officines qui utilisent cette solution en vidéoconsultation assistée. Ouais. Je ne vais pas vous donner les chiffres, alors parce qu'on peut s'amuser un petit peu sur les chiffres, hein, il y a beaucoup de chiffres qui paraissent en ce moment entre le syndicat et la police sur les chiffres de vidéoconsultation. Et si on s'arrête un instant dessus, moi ce que je peux vous dire c'est qu'un médecin qui s'équipe d'une solution de vidéoconsultation chez nous fait en moyenne les premiers mois 5 vidéoconsultations, 5-6 vidéoconsultations dans le mois, hein, pas dans la semaine, dans le mois. Et nos plus gros utilisateurs, je ne sais pas si on peut parler d'utilisateurs, mais si, on va en parler. Nos plus gros utilisateurs font plus près d'une dizaine de vidéoconsultations par semaine, donc 40 vidéoconsultations par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en pleine évolution. Mais excusez-moi, quand vous dites les plus gros utilisateurs, donc juste certains médecins, mais qui sont une toute petite minorité, c'est un peu... Enfin non, sur les 1000 et quelques médecins, non, on en a quand même quelques-uns qui font une quarantaine de vidéoconsultations. Mais effectivement, c'est pas un panel assez représentatif pour l'instant, même si on a aujourd'hui, je pense, le portefeuille client le plus conséquent en la matière. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu il n'y a pas longtemps des chiffres de l'assurance maladie qui disaient qu'ils avaient remboursé donc, pour 60 000 oui, c'est ça. Vidéoconsultations depuis le début. Et certains autres acteurs du marché ont dit qu'ils avaient déjà fait 40 000 vidéoconsultations. Doctolib. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si on fait un raccourci, dommage, si on fait un raccourci, 2/3 des téléconsultations sont passées chez un acteur uniquement, ce qui ne peut pas être possible. Mais on laisse dire les chiffres, il faut être très sérieux quand même à un moment donné. Nous, étant une société quand même cotée en bourse, on ne peut pas se permettre de sortir des chiffres puisque c'est généralement vérifié. Et donc, combien d'actes de téléconsultation ont été opérés par votre société entre septembre 2018 et septembre 2019? C'est ce que je disais, je ne communique pas moi sur les chiffres. Du tout, on ne peut pas avoir un ordre d'idée quoi? Non. Ah, zut. Dans tous les cas, vous ne serez pas à 40 000. C'est forcément moins. Ben, oui. Et vous voulez dire qu'en gros, le tiers qui reste à se partager entre tous les autres acteurs, c'est si nous pas on fait, possible. non, puisque si moi je sais que je suis, on va dire, entre 10 et 20 000 téléconsultations, on ne peut pas faire 40 000 ailleurs. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on va voir ces chiffres-là, et ça va être assez drôle de voir cette course un petit peu aux chiffres. C'est important nous de voir surtout l'accompagnement que l'on a auprès des médecins et la satisfaction des médecins. Donc je pense qu'on est aussi beaucoup dans le côté qualitatif. Si on se transpose, il y a un an de cela, on avait quand même énormément de sceptiques sur qu'est-ce que va être la téléconsultation. Aujourd'hui, il y avait un article encore, je crois, dans le quotidien du médecin, où, ça y est, les avis, c'est pas juste à dire, c'est pas bien. Les avis sont à dire, écoutez, ça se passe très très bien, d'autres disent, je sais toujours pas. Donc en fin de compte, les mentalités sont en train de changer, c'est progressif. Ça se fait progressivement et je pense qu'à mesure que les acteurs vont intervenir, vont contribuer et vont se rendre compte que c'est simple et ça ne fait pas mal, ça va favoriser en fin de compte la relation entre le patient et le praticien, et les choses vont s'améliorer, mais ça prendra du temps. Et alors du coup, puisqu'on n'a pas le droit de parler vraiment de chiffres au niveau du nombre de téléconsultations et de ce que vous imaginez pour l'année prochaine, enfin à nouveau ça sera septembre, puisqu'on est de septembre à septembre pour l'instant, quoi. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de chiffres au niveau de ce que vous espéreriez avoir comme médecin qui utilise la téléconsultation en plus d'un côté et pharmacien aussi en extrapolation? On est, je vous dis, à peu près à 300 nouveaux PS par mois. On est plus proche de un ratio d'1 pour 5, c'est-à-dire une pharmacie pour 5 médecins. Ouais. Voilà. Le marché, quand même, il est assez, sur la partie téléconsultation, il est quand même assez, non pas exponentiel, mais en tous les cas, les chiffres, on voit, je ne pensais pas qu'en septembre, ça allait s'accélérer de la sorte, pour vous dire.
Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Là, il y a 1000 médecins aujourd'hui qui utilisent cette solution. Tout à fait. Donc voilà, dans un an, il y en aura combien? Mais juste, si on peut imaginer quoi. Ah ben, j'espère qu'on aura à peu près 3000 médecins, 3 à 4000 médecins qui pourront utiliser notre solution de vidéoconsultation en fin 2020. Et en termes d'officine, vous aurez à peu près un millier. Je pense qu'on sera plus haut en pharmacien d'ailleurs, si je ne vous dis pas de bêtises. Peut-être qu'on pourra se revoir à ce moment-là. Je pense qu'on sera plus proche de 4-5 000 d'ailleurs de médecins et un millier de pharmacies au moins. Sachant qu'il y a 21 000 pharmacies et que toutes les pharmacies ne feront pas de la vidéoconsultation. Donc on sera assez satisfait en fin de compte de ce déploiement. Et est-ce que vous savez si d'autres acteurs qui sont sur le même créneau que vous vont développer justement la solution que vous avez vous développée avec les pharmaciens? Alors, il existe des acteurs qui font la solution auprès des pharmaciens. Ça ne veut pas dire pour autant. En tous les cas, ça fait de la vidéoconsultation dans une officine. Et ça existe, il y a quelques acteurs. De mémoire, le marché global de la vidéoconsultation, c'est 52 acteurs. C'est du monde. Mais après, aucun de ces acteurs n'adresse les médecins et les pharmaciens tels qu'on peut le faire aujourd'hui. Par contre, sur le marché de l'officine à proprement parler, vous pouvez avoir des sociétés qui proposent leur solution de vidéoconsultation et à distance. Ce ne sont pas des médecins qui ont souscrit à un service, mais ce sont des médecins salariés. Donc ça, vous le trouvez effectivement sur le marché. Okay. Il faut qu'on reste, je pense que l'on reste, ce qui va être l'une des clés de succès, c'est de rester quand même assez simple dans l'usage et de favoriser l'usage. On a, je pense, deux challenges devant nous, enfin deux avenues en l'occurrence. Je pense que j'ai un challenge d'aller, un challenge humain, on va dire, parce que c'est ce que je vous disais, je vends des solutions digitales avec l'humain et c'est l'humain qui est capital ici. Ça, c'est le premier challenge. Le second challenge, c'est l'usage. Donc l'usage, en fin de compte, il va passer par un accompagnement et il va passer par une simplicité d'utilisation. Il faut savoir que quand on commence à parler d'un sujet tel que la vidéoconsultation, on peut très très vite avoir des demandes d'évolution fonctionnelle de nos solutions qui vont faire que, à la fin, l'outil ne va plus être forcément simple d'utilisation. Donc il faut si on veut favoriser l'usage, il faut l'accompagner et il faut rester drastiquement simple en fin de compte dans la façon dont nous développons nos solutions. Je crois que vous avez quand même dit beaucoup de choses. Ah, vous m'avez posé des questions. Merci beaucoup, je crois que ça va. Ça va pas? Ok. Très bien. Je sais pas, j'ai oublié des trucs. Alors, si vous voulez bien signer, parce que